Bonjour, bienvenue sur mon podcast Astrologie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast en astrologie sur les transits. Je trouve que c'est un des aspects en astrologie qui est l'un des plus intéressants. Alors je vais essayer de rester le plus simple possible parce que je veux vraiment que vous compreniez les grandes lignes et pas rester dans une approche assez complexe. J'ai vu qu'une personne m'avait demandé de faire son thème astral dans les commentaires. Alors, je suis encore désolée, je regarde pas trop les commentaires, mais là maintenant je les regarde. Et bientôt sur Patreon, vous allez pouvoir justement commander des petits thèmes d'astrologie qui vont vous permettre justement de pouvoir poser des questions ou étudier votre thème astral ou avoir une ou deux questions précises. Je trouve que c'est hyper intéressant et ça va vous permettre justement de pouvoir connaître mieux. Donc comme j'ai dit, pour moi l'astrologie c'est un outil. Je ferai une autre vidéo, là je vais enchaîner vraiment les podcasts et les vidéos sur justement l'astrologie et un aspect dans l'astrologie que je trouve particulièrement un peu effrayant aujourd'hui. Donc ça, je vais en parler un peu des tabous de l'astrologie ou mes unpopular opinions, donc les opinions qui ne sont pas partagées sur l'astrologie, parce que je pense qu'il faut que j'en parle. Je pense que durant ces podcasts aussi, je pense que vous voyez un peu ma personnalité. Donc je vais en parler quand même parce que je trouve que les gens doivent comprendre un peu ce qui se passe. Mais pour revenir au sujet d'aujourd'hui, l'astrologie, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de vous connaître mieux. C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir étudier pas mal de choses. C'est un outil qui va vous permettre d'avoir une connaissance de vous-même qui est assez extraordinaire. Et je trouve que c'est la clé pour tout. C'est aussi un outil qui va vous permettre peut-être d'acquérir une confiance en vous. C'est un outil extraordinaire et vous voyez le thème astral c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc à l'écran là vous avez un thème astral que j'ai pris au hasard et que je vais essayer de vous expliquer très rapidement et vraiment de façon la plus simple possible. Et après, on va parler vraiment des transits. Donc le thème astral, comme je vous ai dit, c'est le thème de la carte du ciel avec votre date de naissance et le lieu où vous êtes né. Ce qui est bien dans votre thème astral, c'est que donc vous avez 4 éléments qui sont importants. Vous avez votre signe solaire, donc là vous voyez ici le soleil, qui est en orange. Donc prenez ce qui est vraiment à l'intérieur du cercle. Hein. Je vais vous expliquer ce qui est à l'extérieur du cercle. Mais à l'intérieur du cercle, vous avez le soleil qui est en orange, juste à votre droite. Et on voit que ce soleil est en bélier. Donc ça, c'est votre premier aspect. Après, vous avez votre ascendant, qui on dit la personnalité qui transparaît le plus lorsque vous vous exprimez avec les gens, qui est lui en vierge. Donc vraiment à la limite toute fin vierge que vous avez à gauche, donc ça est représenté par le sigle AC. Vous avez ce qu'on appelle la lune. Donc la lune elle est en jaune pardon, à l'intérieur du cercle qui est en poisson. Et vous avez le MC, donc les lettres, le milieu du ciel qui est ce qu'on appelle un peu votre destin, j'aime pas trop le mot destinée, mais ce vers quoi vous tendez, qui est en gémeaux. Donc voilà, moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est que voilà, c'est la carte de ciel de votre naissance à la date indiquée et à l'heure indiquée. Donc si vous ne connaissez pas votre date de naissance, vous pouvez toujours le retrouver dans des papiers de naissance hein, ou demander à vos ascendants, à vos parents, de telle sorte que vous ayez un thème le plus précis possible. Lorsque vous n'avez pas justement la date de l'heure de naissance, vous n'avez pas l'ascendant et vous n'avez pas le milieu du ciel. Donc on ne peut pas numéroter les maisons. Vous voyez que le cercle à l'intérieur, vous avez donc les différents signes que vous connaissez par les petits différents cycles, et vous avez des numéros à côté de chaque signe. Donc quand vous n'avez pas l'heure, vous ne pouvez pas avoir justement la numérotation. Donc vous allez avoir votre soleil, vous allez avoir votre lune, vous allez avoir toutes les planètes, donc ça vous donne déjà quand même une indication par rapport à la personnalité de la personne hein, et à votre personne. Vous avez aussi les aspects, et ça je vais l'expliquer un peu plus tard. Donc les aspects, c'est les petites lignes que vous avez à l'intérieur du cercle que forment justement les planètes entre elles, mais vous avez ni le milieu du ciel, ni l'ascendant. Et en fait, c'est une lecture complémentaire de votre thème astral. La première grille de lecture,
c'est ce que vous voyez, donc les petites planètes qui sont dans les petits signes, et vous avez les aspects. Donc ça, c'est la première grille de lecture. L'heure de naissance va vous nous donner une seconde grille de lecture et va nous permettre justement ce qu'on appelle la domification, donc de les numéroter. Et une fois que vous les avez numérotés, c'est hyper intéressant parce que voilà, vous les avez numérotés et donc en plus de ça, vous pouvez, chaque maison correspond, donc ça on va aller plus en profondeur, mais chaque maison correspond justement à un aspect intéressant et super particulier dans le sens où, par exemple, la maison 1, c'est la maison du mois, la maison 2, c'est la maison de votre possession ou de ceux dont vous mettez énormément de valeur dedans. La maison 3, c'est celle des frères et sœurs, des petites études, de la communication associée au signe du Gémeaux. Donc ça, chaque maison correspond vraiment à un signe. Et donc là, en plus de savoir ce que votre planète signifie dans le signe, vous pouvez savoir ce que votre planète signifie dans le signe dans, dans la domification. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc là j'ai fait une grande digression, je reviens au thème des transits. Donc je disais qu'on observe vraiment ce qui est au centre. Donc on voit bien qu'une personne elle est bélier, donc on regarde le soleil en orange, elle est dans le signe du bélier. On voit que cette personne est ascendant vierge, puisque la petite flèche est dans le signe de la vierge. On voit que cette personne a une lune en poisson, donc le sigle de la lune en jaune dans le signe du poisson, et on voit que cette personne a un milieu du ciel en Gémeaux, donc elle tend vers justement ce qu'on appelle alors c'est vraiment toute fin Gémeaux, début Cancer, hein. C'est vraiment à la limite. Donc quand c'est à la limite comme ça, ou quand on a des signes ou des planètes, on dit qu'elle est à la cuspide, donc on a un peu des deux, mais là vraiment aussi bien l'ascendant que le milieu du ciel, on est vraiment à la limite des deux signes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on voit que c'est toutes ces petites planètes, donc je vais énumérer un peu pour vous. Donc on voit que l'ascendant est en vierge, on continue, on va en bas, on voit que cette personne est aussi à la cuspide, donc le Pluton tout début Sagittaire. Donc on voit que cette personne, donc Pluton, il faut savoir que il est normalement il est sorti définitivement du Scorpion au cours de l'année 1995. Donc en fait, début 95, il était sorti du Scorpion, donc on avait la nouvelle génération de Pluton en Sagittaire. Mais il a fait une rétrogradation en 1995 dans le signe du Scorpion, ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont nées en 95, qui font partie de, pour moi la génération des milléniaux, elle commence voilà début des années 80 jusqu'à 95. Donc on a des personnes qui sont nées en 95 qui ont Pluton en Scorpion, donc on voit que cette personne est née soit au tout début de l'année 95 où Pluton était rentré vraiment en Sagittaire, il avait mis ses petites il avait humé l'ère du Sagittaire comme j'aime dire, et après il était revenu dans le signe du Scorpion en rétrogradation pour rentrer définitivement dans le signe du Sagittaire fin de l'année 95. Donc cette personne est née soit début d'année 95, soit à partir de la fin de l'année 95 pour aller, je crois qu'il est resté en Sagittaire avant de rentrer en Capricorne jusque dans les années 2000. C'est exactement le même processus qui va se passer aujourd'hui pour nous. Ça veut dire que Pluton, là, il est bien rentré, bon, on l'a bien senti en Capricorne, il est rentré en Capricorne depuis 2008. Donc on a eu tous ces changements. Donc ça dépend, encore une fois, comme je vous ai expliqué, c'était la maison du Capricorne, mais dans chaque thème de pays, la maison du Capricorne signifie quelque chose. Donc c'était pas la même chose pour plusieurs pays. Donc je trouve qu'il a bien réformé, il a bien secoué en tout cas pas mal de choses. Parce que le signe du Capricorne, c'est aussi le signe des grandes institutions. Pluton, comme je vous ai dit, c'est associé au signe du Scorpion. Le Scorpion a deux planètes, Mars et Pluton. Et Pluton, voilà, c'est le réformateur, c'est celui il est associé à Hadès, le dieu qui pèse les âmes après la mort. Donc voilà, il va tout réformer, il va aller en profondeur, je trouve que ce serait un métier, ce serait un plombier. Il va vraiment aller dans tout ce qui ne va pas pour essayer de sortir tout ce qui coince pour pouvoir l'éjecter et pour que ça reprenne une marche normale. Par exemple, quand vous prenez les thèmes des États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que le thème des États-Unis, eux, ils vivent ce qu'on appelle une révolution plutonienne. Ça veut dire que au moment de la naissance des États-Unis, donc fin du XVIIIe siècle, et après la formation des 13 colonies, ce qui est intéressant, c'est que vous aviez vous aviez Pluton qui était à un degré précis du Capricorne. Et là, les États-Unis, près de 200-300 ans après, reviennent au même endroit. Donc c'est intéressant à voir.
Donc là, j'ai fait encore une digression, excusez-moi. On retourne au pli. Donc on voit que cette personne est née donc début 95 ou à partir de fin de 95. Donc elle a Pluton en tout début de Sagittaire, elle a Jupiter en Sagittaire, qui est une je dirais un très bon placement parce que Jupiter appartient au signe du Sagittaire. Il est très bien en Poisson, mais le plus souvent il est dans sa meilleure position en Sagittaire. On voit qu'il a Neptune en Capricorne, Uranus toute fin Verseau, vraiment la cuspide Verseau Capricorne. On voit qu'il a pareil Vénus à tout le cuspide, donc moi je dirais plutôt fin Verseau, début Poisson, donc Lune en Poisson, Saturne en Poisson également. On a Mercure en Poisson, Soleil en Bélier, donc le milieu du ciel à la toute fin Gémeaux, Cuspide, Cancer, et Mars en Lion. Donc c'est comme ça que vous lisez votre thème astral, c'est bien de le prendre voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous commencez à l'ascendant et vous suivez toutes les domifications. Voilà, je vais avec vous, vous voyez, à côté du 1, 2, 3, 4 et vous lisez un peu. Donc là, vous avez chaque planète qui est associée à votre signe. Et en plus de cela, sa maison, parce que vous avez l'heure de naissance. Donc vous voyez, on va prendre par exemple, prenez le signe de Mars. Mars, donc c'est la flèche rouge ici, qui correspond à Mars, qui est dans le signe du Lion, en rouge. Donc vous avez 3 planètes qui sont en rouge. Vous avez Saturne qui est en Poisson, vous avez Pluton qui est toute fin Sagittaire, et vous avez Mars en haut. Donc positionnez-vous en haut à gauche, vous avez Mars qui est en Lion, et on voit que cette petite flèche que vous avez en Lion, elle forme justement un lien avec un autre signe qui est le Gémeaux, et on voit que ce lien est bleu. Donc là, je vais vous expliquer globalement un peu ce que forment les aspects. Je ne vais pas rentrer vraiment dans la complexité de la chose parce que je trouve que c'est pas le propos de cette vidéo. Je veux vraiment arriver au transit, mais je ne vais pas y aller trop vite non plus. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Mars est en Lion, donc il forme voilà, un aspect. Donc il y a plusieurs aspects en astrologie. Retenez 4 aspects, on ne va pas aller plus loin. Vous avez un aspect qui s'appelle le trigone. C'est un aspect favorable. Donc il y a des aspects favorables et des aspects défavorables. Le trigone, c'est un aspect favorable, c'est un aspect de construction. Donc quand 2 planètes forment un trigone, ça veut dire qu'elles s'associent entre elles. Ça veut dire qu'elles se comprennent, elles se mutualisent, elles se renforcent. Donc c'est un aspect favorable. J'aurais dû commencer par la conjonction, deuxième aspect, qui est l'un des aspects les plus forts. La conjonction, c'est quand 2 planètes sont dans le même signe et qui sont à moins de 8 degrés l'une d'entre elles. Voilà, on a l'habitude de prendre le degré d'ordre qui est de 8. Donc là, c'est intéressant, par exemple, bon, là on n'est pas noté dans le thème astral, mais normalement, à côté de chaque planète, vous avez justement le degré. Et donc là, on voit qu'il y a une possibilité de conjonction, donc de 2 planètes, je dirais Neptune et Capricorne, voilà, c'est possible. Je vois aussi une conjonction Saturne-Mercure, voilà. Éventuellement Vénus-Lune, les deux aspects rapprochés. Donc plus une planète est proche d'une autre, plus justement elles vont travailler ensemble. Et lorsqu'il y a une conjonction, ça veut dire que les 2 aspects sont ensemble et qu'elles vont vraiment travailler vraiment ensemble. Donc c'est un des aspects les plus forts avant le trigone. Donc on a vu la conjonction, 8 ou moins de degrés entre les 2 planètes, extrêmement favorable. Le trigone, aspect constructif. On a le sextile, qui est ce que forme la planète Mars avec lorsqu'on voit Gémeaux. En fait, je dirais que c'est un petit trigone. Voilà, j'ai l'habitude de dire sextile, c'est un petit trigone. Donc c'est un aspect favorable qui est moins fort que le trigone. Il est moins constructif, mais c'est un aspect favorable. Et puis le dernier, alors en fait en tout il y en a 5, excusez-moi. Le 4e, ça va être le carré. Donc un carré, qu'est-ce que c'est? C'est alors les petites lignes rouges que vous voyez. Donc là, vous voyez 2 grandes lignes rouges qui forment une croix. Donc ça, c'est des oppositions. Mais à côté, justement à droite, vous voyez justement 2 lignes rouges. Donc c'est quand le plus souvent ça se fait entre 2 et 3 signes. Là, on voit que c'est réellement entre Capricorne et Taureau. Donc si vous avez à droite de l'écran, vous voyez qu'il y a 2 lignes qui sont complètement à droite, qui vont vers le haut et le bas. Donc ça, ce sont des carrés. Et les carrés, qu'est-ce que c'est? C'est des aspects un peu défavorables, bon, clairement défavorables.
et c'est un carré parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc les énergies des planètes ont du mal à se complémenter, elles ont du mal à fonctionner ensemble. Le plus souvent, vous regardez l'aspect des deux planètes. Je sais pas, je prends un exemple. Par exemple, si vous prenez, je sais pas, il y a un carré entre Mercure qui est la planète de la communication et Mars qui est la planète de l'action. Les deux, si elles forment un carré, le- la personne aura peut-être tendance à avoir des difficultés à s'exprimer, à être potentiellement trop agressif. Parce que Mars, c'est le dieu de la guerre et Mercure, c'est le dieu de la communication. Une personne qui va être tendance à être tout le temps sur la défensive. Donc s'il y a un carré, s'il est renforcé par en plus deux signes qui sont extrêmement pas complémentaires, donc par exemple deux éléments comme le feu et l'eau, ça va peut-être renforcer également. Il faudra prendre en compte aussi si c'est la terre et l'eau. Bon là c'est des aspects un peu plus complémentaires. Donc le carré c'est quand quelque chose ne tourne vraiment pas rond, il faut revoir, il faut travailler sur ces aspects-là. Et enfin, le cinquième aspect, donc autour il y en a cinq, c'est les oppositions. Donc là, vous voyez clairement, vous prenez le cercle, vous voyez deux lignes rouges qui forment des traits très perpendiculaires avec un carré de... Bah, si on met une équerre, ça fait 90 degrés. Hein. Donc là, les oppositions, c'est un aspect aussi défavorable, moins que le carré, mais c'est l'un ou l'autre. Ça peut pas être les deux. C'est comme ça que j'explique un peu les oppositions. Ça veut dire que, je sais pas, là par exemple, bon, difficile, on a des oppositions, mais en face, il n'y a pas vraiment de... Il y a des planètes, mais les planètes qui sont à l'extérieur, on n'y est pas encore. Là, on garde les planètes qui sont à l'intérieur, mais imaginons que vous avez une opposition, je sais pas, vous avez une opposition Soleil-Saturne. Soleil qui représente le vous, Saturne qui représente le père, qui représente la société ancienne, qui représente la tradition. Peut-être qu'il y a il y a une difficulté du natif, ou en tout cas de la personne chez qui on dispose du thème astral, de se conformer aux traditions. Peut-être qu'il y a une opposition des conflits avec le père. C'est l'un ou l'autre. Parfois la relation va bien, parfois la relation va pas. Parfois les traditions, on arrive à les accepter, parfois on les rejette. Voilà. Là où le carré, ça va être un peu plus conflictuel. Par exemple, un carré Saturne, là, il va avoir réellement des conflits, peut-être avec le père. Il va peut-être avoir réellement des conflits avec sa traduction. L'opposition, c'est vraiment tout ou rien. Quand vous naissez avec une opposition, on dit le plus souvent que vous y êtes habitué dans le sens où vous êtes né avec. Normalement, vous avez su l'apprivoiser, mais il faut toujours faire attention. D'opposition de planètes, par exemple, je sais pas, Uranus, une planète de feu, une planète extrêmement disruptive, et avec un Mars, par exemple, il faudra faire attention par rapport où c'est dans le thème astral, à vos déplacements peut-être, à la façon dont vous vous exprimez, à la façon que vous avez de changer quelque chose, parce que Uranus c'est la planète de la changement, donc il faudra faire attention dans ce domaine-là dans tous les cas. Mais donc, vous avez la conjonction qui est l'aspect le plus favorable, vous avez le trigone après, pardon, qui est l'aspect extrêmement constructif. Vous avez le sextile qui est le petit trigone, qui est également constructif. Vous avez les carrés qui ne tournent pas rond, qu'il faut travailler, donc il y a un aspect le plus défavorable. Et puis vous avez l'opposition qui a un autre aspect défavorable, où là, on vous oppose, donc on a tendance à dire que les opposés s'attirent, donc il y a de quoi fonctionner, mais il y a un rejet dès le début. Il faut travailler également sur ce sujet-là. Donc je pense bien avoir expliqué ce qui se passe justement à l'intérieur de cette image, le thème astral de la personne. Donc on a dit que c'était une personne. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le thème astral, il est impossible de définir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Vous avez beau regarder le thème astral, là on parle d'un individu, vous ne pouvez pas du tout voir. Alors, il est possible avec des astrologues extrêmement expérimentés, d'après de voir les, en détail lorsque vous avez tous les éléments, la date, l'heure, et que vous avez, je sais pas, une synastrie à effectuer, ou vous avez une synastrie, j'en avais parlé dans une vidéo, c'est quand vous avez deux personnes qui sont plus ou moins amoureuses et qui veulent se marier. Donc ça se passe beaucoup en Inde ou dans d'autres pays. L'Inde par exemple qui a l'astrologie védique, qui n'est pas une astrologie occidentale, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils vont prendre le thème des deux couples et ils vont les mettre en symbiose pour voir ce qui va marcher, ce qui ne va potentiellement pas marcher. Donc je sais qu'en Inde l'astrologie c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc moi j'ai toujours été hyper intéressée par l'astrologie védique, par l'astrologie chinoise également. Mais ça, on pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Et en fait, donc, effectivement, donc comme je disais, impossible de savoir si c'est un homme ou une femme. Bien sûr, plus vous allez en profondeur, plus vous avez des petits indices, notamment, je pense qu'avec les planètes de l'amour,
avec si vous faites des transits, si vous faites des synastries, plus vous allez loin bien sûr. Mais au premier abord, il est impossible de savoir si c'est un homme ou une femme. Et je trouve que c'était intéressant de pouvoir le souligner. Donc on a vu ce qu'il était à l'intérieur justement du thème astral, donc hyper intéressant. Donc Soleil, Mercure, Saturne, Lune, parfait. Et en fait, à l'extérieur, vous voyez les planètes. Donc, vous voyez les mêmes planètes qui sont à l'intérieur. Vous avez exactement les mêmes planètes, à l'exception de l'ascendant et le milieu du ciel. Donc, ça veut dire que à chaque fois que vous avez cette configuration-là, donc d'un thème central avec des planètes autour, c'est-à-dire que l'on fait une analyse des transits. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est les transits. Donc, on fait une analyse des transits et donc on voit justement que donc toutes les planètes qui sont à l'extérieur sont des planètes justement. Donc moi j'aurais tendance à dire que c'est peut-être. Alors vous pouvez faire une analyse des transits, ce qui est intéressant avec le thème d'un pays. Vous pouvez faire une analyse de transit avec une autre personne. Vous pouvez faire une analyse de transit avec un événement. Donc l'astrologie est vraiment plurielle. Ça veut dire qu'il y a énormément de domaines que vous pouvez analyser, ce que je trouve extrêmement important. Donc à l'intérieur, vous avez le thème de la personne, à l'extérieur, vous avez l'analyse des transits. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, à l'intérieur, donc vous avez le thème de la personne, à l'extérieur, là, on n'a ni l'ascendant ni le milieu du ciel, qui me tend à dire que soit c'est un transit d'une personne, mais qu'on n'a pas la date de naissance, donc c'est pour ça qu'on n'a ni l'ascendant ni le milieu du ciel, ou c'est le transit peut-être d'un événement ou d'un pays, mais également on n'a ni la date, l'heure de la création. Donc c'est un peu complet pour moi en termes de synastrie parce que j'ai vraiment besoin d'avoir l'ascendant, le milieu du ciel, etc. pour vraiment explorer les transits en général. Alors, si on regarde un peu, donc la personne ou l'événement ou la chose sur laquelle on a les transits, donc vous placez les mêmes planètes, mais elle va se plaindre. Donc si on commence en bas, donc avec Pluton. Donc là où la personne avait un Pluton tout début Sagittaire, on voit que la personne ou le lieu ou l'événement qu'on analyse le transit, là la personne a Pluton en début Verseau. Donc ça veut dire qu'on fait une transit, donc c'est forcément, sachant que Pluton, rappelez-vous, c'est une planète extrêmement longue et elle prend plus de 200 ans pour faire le tour du zodiaque. Ça m'étonne qu'on fasse le transit d'une personne avec un événement qui s'est situé fin du XVIIIe siècle. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un événement actuel. Ou je dirais même que c'est la date d'aujourd'hui. Sachant que, ou une prévision d'une date début 2023. Parce que Pluton, là, termine ce qu'il a terminé en Capricorne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et là va rentrer justement en début Verseau. Il va humer l'ère du Verseau avant d'effectuer, je crois, une petite rétrograde en Capricorne et rentrer définitivement en Verseau aux alentours de fin 2023, début 2024. Donc là, début 2000, donc là, on a fait une transit pour un événement qui est arrivé. Donc Pluton est début Verseau. On voit que Neptune est début Bélier. Donc là encore, ça me conforte dans l'idée. Alors, je vous fais des petits rappels, mais Neptune là est en Poisson. Il n'est pas en Bélier. Donc Neptune est en Poisson. C'est pour ça bon, Neptune en Poisson, il se trouve extrêmement bien. Neptune, c'est le dieu, c'est Poséidon, le dieu des mers. Il est dans le signe du Poisson, un signe 2, excellent. En plus, c'est le signe auquel il appartient, donc il est extrêmement fort. Neptune, c'est tout ce qui est matériel, c'est une force collective, c'est une planète collective, donc on est plein à avoir le Neptune dans le même signe. Ce qui va faire notre singularité, c'est la domification. Dans quel numéro de maison on a notre Neptune. Mais là, Neptune est début Bélier, et je sais que Neptune n'est pas encore entré dans l'ère du Bélier. Il va humer l'ère du Bélier en 2026, donc on a encore du temps. Donc ce qui me conforte dans l'idée que là, on fait le synastrie d'un événement ou d'une personne qui n'est pas encore arrivée, parce qu'on a des planètes qui sont dans une position qui n'est pas encore arrivée. Et c'est des planètes transgénérationnelles, des planètes extrêmement lentes qui me permettent de dire ça. Parce qu'avec les planètes rapides, ça bouge tellement vite. Le cycle féminin, la Lune, elle prend 28 jours. Voilà, donc je sais que ça va extrêmement vite, donc c'est très très peu probable que quelque chose puisse se passer. Donc on a Neptune qui est début Bélier. On a Mars qui est début Taureau. Donc Mars, il est plutôt, ouais, oui, ça me conforte encore. Là, on a Saturne qui est en Taureau. Je sais que Saturne,
prend environ 29 ans et demi, près de 30 ans pour faire le tour du zodiaque. Et je sais que Saturne est en toute fin Verseau. Il va rentrer bientôt en Poisson. Donc là, Saturne est en Taureau. Donc Saturne en Taureau, bien. On a la Lune également en Taureau. Donc là, on rentre dans les planètes personnelles. Soleil en Taureau. Donc si le soleil est en taureau, on regarde un peu l'ère du taureau, donc on sait que c'est un événement ou d'une personne, ou plutôt un moment de l'année qui est, donc taureau c'est fin avril, début mai. Donc je crois que c'est du 21 avril au 21 mai pour les personnes qui sont nées sur le signe du taureau. On a aussi Mercure qui est en taureau, donc on a une petite conjonction, rappelez-vous la conjonction c'est 8 degrés ou moins, donc on a une conjonction soleil, lune, Saturne qui est en taureau, avec peut-être une conjonction avec Mars, Saturne, mais ça me paraît extrêmement loin. Je parierais plus pour une triple conjonction Soleil, Lune, Saturne. Pas Mars, je ne vais pas inclure Mars. Donc on a Mercure en Taureau, on a Uranus en Gémeaux et on a Vénus en Gémeaux. Et en fait, là on arrive vraiment à ce que sont les transits en astrologie. Donc ce qui est important, les transits en astrologie, c'est justement ça. C'est à partir du thème astral d'une personne, pouvoir établir ce que traverse cette personne au moment où on parle. Donc, imaginons que je prends cette personne qui est qui est au centre, pardon, et je prends un événement comme il a été fait ici, un événement qui est, je pense en 2023. Alors là, j'aurais tendance à dire non. J'aurais dit que là, c'est un événement qui est en 2026 à cause de Neptune, parce que Neptune rentre vraiment, là, il est vraiment en bélier, et il rentre en bélier en 2026. Donc, je vais peut-être analyser, je dirais que là, Neptune rentre dans le signe du bélier. Donc, en voyant ces transits, etc., je me dis, ok, donc là, on analyse le thème d'une personne qui est née courant à partir des années, 1995. Je peux même dater un peu plus précisément parce que je sais que Pluton est rentré. Donc là, il est à toute fin Scorpion. Alors, c'est intéressant, excusez-moi, j'ai oublié une information qui va me permettre d'être un peu plus précise. Donc, une personne qui est née avec Pluton qui est en rétrograde. Donc, je retire ce que je viens de dire par rapport aux informations que j'ai. Je sais que Pluton a effectué une rétrograde précisément entre, je crois que c'est aux alentours de mars 95, allez, pour septembre 95, je vais mettre large, donc je peux même dater la date de la personne sans l'avoir indiqué. Donc la date de la personne, justement. Et donc je sais que cette personne est née dans cette tranche-là. Je ne peux pas dire que cette personne est née plus tard. Pourquoi ? Parce que Pluton entre en Capricorne en 2008, donc cette personne est née forcément avant 2008. Et je regarde aussi les autres planètes. Je sais que voilà, la génération Neptune, Uranus, Neptune en Capricorne et alors là, il y a une génération jusque 94, 95 et même 96, je dirais, où il y a vraiment une conjonction Uranus-Neptune en Capricorne. Et la génération où on commence à avoir Uranus justement en Verseau, c'est une génération qui est née plus fin 96, 97. Donc c'est ce qui me tend à dire parce que voilà, mais je suis sûre que c'est dans ces eaux-là. On va dire vraiment 95, 97, je dirais que cette personne est née. Ça peut pas aller plus loin. Pourquoi ? Parce que je prends une autre information. Saturne est rentré en bélier. Et il est rentré en bélier fin 96. Et donc cette personne est née forcément entre ces eaux-là. Je referme la parenthèse. Pour revenir au transit, donc cette personne, je prends le thème de cette personne et je prends un événement. Donc là, c'est un événement qui aura lieu début 2026. Et je peux expérimenter ce que cette personne va vivre à l'instant où ce transit va se passer. Donc par rapport aux planètes qui sont extérieures des événements ou du lieu, par rapport au thème de la personnalité, du thème astral de sa personne à l'intérieur, je peux voir quel transit, par quel état émotionnel cette personne peut passer. Donc pas uniquement état émotionnel, mais je ne sais pas, le transit, je ne sais pas, important d'une planète particulière dans la maison 10, je peux dire que ça peut affecter la carrière, parce que maison 10, c'est le destin, la carrière professionnelle, comment la personne nous perçoive.
dans un transit dans la maison 4 qui est la maison de la famille. Donc ça, je vais pouvoir faire des vidéos sur la maison de la famille. La maison 4, bon là je vais dire, bon, c'est un transit qui touche l'aspect familial. Est-ce que c'est la perte de quelqu'un qui est cher? En tout cas, c'est forcément inscrit. Donc oui, ce que je vois, c'est que... alors, on va analyser ensemble. Donc, on va voir que cette personne... donc, du coup, elle est née avec Pluton qui est en maison 2, Jupiter en maison 3. Mais on voit qu'elle aura un transit, justement, de... Donc, par exemple, vous partez avec moi en bas du tableau. Vous voyez que Pluton, le Pluton extérieur, donc sur le 2e siècle, là, vraiment à l'extérieur, correspond à sa maison 5. Donc, on sait qu'elle aura un transit de Pluton dans sa maison 5. Donc elle aura un transit de Pluton dans sa maison 5, qui est la maison des enfants, qui est la maison de la joie. Pluton, c'est pas vraiment les adjectifs qui s'accordent à Pluton. Je vous ai dit que c'est une période, c'est une planète vraiment qui débouche un peu ce qui ne va pas, qui a tendance à réformer. C'est lié à Hadès, le dieu qui paie ses âmes après la mort. Voilà, pour beaucoup, la mort c'est pas synonyme de joie, ça dépend vraiment des cultures, mais je prends une culture occidentale. En tout cas, c'est plus associé à la souffrance et à la tristesse. Donc on voit Pluton qui arrive là, qui arrive et qui va faire un transit dans sa maison 5. Si on va avoir plus loin, on va voir un transit de Neptune dans sa maison 7. Donc si vous voyez Neptune, on est toujours à l'extérieur. On va juste décrire les transits ensemble. Donc Neptune dans sa maison 7. Donc on voit que Neptune là est dans la maison 7. Donc elle va arriver dans sa maison 7, donc la maison du conjoint, la maison des contrats, si on parle du point de vue professionnel. Et Neptune, c'est l'immatérialité, c'est les possibles, c'est les envies, c'est la force collective, c'est la force du rassemblement. Donc c'est intéressant à étudier. Voilà ce qu'on peut dire sur la personne. Et elle va passer sous son soleil. Donc vraiment moi, la personne qui me correspond. C'est moi, ma personnalité. Intéressant. On continue, on voit que Mars fait un transit dans sa maison 8. Donc on aura une triple conjonction dans sa maison 8 de Soleil, Lune et Saturne, auquel s'ajoute Mars, mais qui n'est pour moi pas dans cette triple conjonction. J'ai pas les degrés, mais bon, je trouve que c'est assez quand même espacé. Donc j'ai un petit doute. Et si on continue, on voit que Neptune étant... non, pardon. Mercure aussi transite dans sa maison 8. Donc la maison 8, c'est la maison associée du Scorpion. Pour certains, c'est la maison de la mort. Je trouve que c'est un peu réducteur. C'est plutôt la maison qui est associée à les choses qu'on peut vous enlever, aux héritages également, des choses qu'on peut vous donner, des choses que par rapport à la maison 2, pardon, qu'on acquiert, la maison 8 qu'on vous donne, la mort passe par l'héritage. C'est pour ça qu'on hérite quand une personne est morte. Donc c'est pas une maison très joyeuse, mais on a une belle conjonction, on a une triple conjonction, on a le soleil quand même, donc ce serait intéressant pour cette personne d'analyser cette triple conjonction qui arrive dans sa maison 8 au moment où on parle, enfin au moment pardon de ce transit, donc 2026 pour moi, à partir de 2026, ou même un peu plus tard 2026, parce que vraiment il entre en 2026, donc c'est peut-être à partir de 2026. Et Pluton est bien en Verseau, c'est ce qui me fait penser ça. Et Saturne est bien en Taureau, donc ça avance vite. Après, vous avez Uranus et Vénus qui ne sont pas en conjonction et qui sont en maison 9, la maison des hautes études, la maison des voyages, la maison des partenaires. Donc c'est intéressant le transit de Vénus dans la maison 9, dans la maison des voyages, et qui forme justement, si on reprend, vous reprenez Vénus tout en haut en rose, vous voyez que ça correspond à la maison 9, vous descendez, vous voyez que ça fait une opposition, et ça fait une opposition en Jupiter qui est en maison 3. Parce que la maison opposée à la 9. Donc voilà toutes les informations qu'on peut avoir sur cette personne et je trouve ça hyper intéressant. On va presque finir la vidéo parce que je sais que ça peut être très dense en termes d'informations, mais il faut juste essayer de suivre un peu le truc pour vraiment connaître les transits. Donc les transits, qu'est-ce qu'elles vont vous permettre de faire? Elles vont vous permettre d'analyser l'état d'esprit d'une personne. Imaginons qu'on prend une date actuelle par rapport à l'heure de naissance, on peut savoir ce que la personne peut être à même à traverser au moment où on parle. C'est intéressant aussi pour effectuer des prévisions. Par exemple, là, on prend une prévision d'une personne qui est née dans les années 90, milieu des années 90, par rapport à un événement qui se passe après 2026. Donc, c'est intéressant de voir les transits que la personne peut avoir. Les prévisions, c'est toujours un peu délicat. Moi, je pense qu'il faut vraiment se baser sur ce qu'on voit par rapport aux planètes. Pas besoin d'aller trop loin. Donc,
on voit par rapport à ce qui se passe aux planètes et on effectue. Ça sert à rien d'aller plus loin. Moi, je suis pas du tout pour. Je trouve que ça peut être même assez dommageable de faire des prévisions. Je préfère qu'on se base vraiment sur. Alors c'est intéressant, je vais peut-être en faire une. Mais par exemple, imaginons qu'on prend une personne et on prend une prévision par rapport à le thème astral d'un pays. Je trouve que ce serait intéressant de faire le thème astral de la France. Euh, et ben, je trouvais hyper intéressant de pouvoir faire justement cette analyse-là et voir est-ce que cette personne va t'amener. Déjà, est-ce que cette personne se sent bien dans ce pays? Je trouve que c'est très important parce que notre pays d'adoption n'est pas forcément le pays dans lequel on est. Comment cette personne se sent dans ce pays? Est-ce qu'elle va être amenée à partir? Est-ce qu'il y aura des conflits? Quels obstacles elle va rencontrer? Je trouve ça hyper intéressant. On peut voir par rapport à un autre pays ce qui peut se passer. Donc voilà, les transits, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Je trouve que les deux aspects que vous pouvez retenir, c'est que les transits vont vous permettre, à partir du thème astral d'une personne et d'une date présente, de voir ce que la personne est en train de subir au moment où on parle. En tout cas, de connaître quelques états émotionnels. On ne peut pas connaître tout le monde par lequel cette personne traverse. Et ça peut vous permettre aussi d'effectuer quelques prévisions dans le cas où on utilise le thème astral d'une personne, le thème d'un pays ou le thème d'une date future pour savoir quels sont les changements. On peut faire aussi ça avec deux pays ou un événement par rapport à un pays. Tous les grands événements ont aussi une date astrologique. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de voir ce qui s'est cette personne. Est-ce que cet événement, parce qu'il y a eu cette confrontation de ces planètes-là. Et les personnes ont tendance à dire que le Covid, c'était cette concentration de planètes vraiment dans le signe du Capricorne, un signe froid et sec, donc extrêmement stérile, même bien que je pense qu'il y a eu un baby-boom après le confinement. Des planètes, voilà, de Pluton, de Saturne. Je crois qu'à un moment, il y avait Jupiter également qui est passé par là dans le signe du Capricorne. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu plus les transits en astrologie. Je ferai bientôt une autre vidéo, je sais pas vraiment quand, mais une autre vidéo sur pas uniquement les transits, mais juste plus sur les... Qu'en est-il de l'astrologie aujourd'hui, vers quoi on se dirige. Je trouve que c'est hyper intéressant, donc je vais vraiment faire cette vidéo-là. Et puis je vais reprendre des vidéos sur l'astrologie en général, sur voilà, les planètes, etc. Peut-être parler aussi plus... je trouve qu'on parle pas assez, on parle pas assez d'amour, on parle pas assez de relations, donc je pense que je vais en parler également. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. C'est gratuit. Et n'hésitez pas ouais, à me faire des suggestions. J'aime bien savoir un peu ce que... Parce que moi j'ai mes propres idées bien sûr. Mais l'important c'est que ça puisse intéresser pas mal de personnes. Donc si vous avez des suggestions, j'en ai déjà plein en tête, mais je suis ouverte à toute proposition. Voilà. En vous souhaitant une excellente après-midi pour ceux qui sont en après-midi, une excellente soirée ou une excellente matinée. À bientôt, au revoir.